sommes le mardi 10 juillet de l'an 2018. Bonjour à tous, bienvenue. Une journée commencée du bon pied, c'est toujours très bien et il est d'importance vitale que vous ayez une attitude juste et positive envers ce jour et envers tout ce qu'il contient pour vous. Vous pouvez réussir ou gâcher la journée rien que par la façon dont vous l'approchez. Votre façon de réagir par rapport aux événements peut faire toute la différence. Lorsque vous avez des réactions négatives et agressives, vous élevez immédiatement donc les barrières en créant l'opposition. Vous trouvez donc des fautes chez tous les autres et vous les accusez constamment. Vous êtes si aveugle que vous ne vous apercevez pas que parfois, c'est effectivement vous le problème. Lorsque vos réactions sont positives, observez bien, toutes les barrières s'effondrent et vous n'obtenez que aide et coopération par rapport aux personnes qui vous entourent. Si vous commettez une erreur, admettez-le, accusez-vous, excusez-vous et avancez. C'est mon petit conseil de ce matin. C'est quelques mots qui m'inspirent que j'ai eu envie de partager avec vous ce mardi 10 juillet de l'an 2018. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nadé Dion. Bonjour à vous, chers amis internautes. Dans la une des parutions ce matin, l'actualité est plus ou moins terne. Néanmoins, nous avons quelques articles qui statuent sur la révision de la Constitution du 11 décembre 1990 avec les différentes tractations politiques qui sont effectuées de part et d'autre dans le pays. Les femmes face à la politique sous le nouveau départ, c'est le thème du débat de ce matin avec Kader Achirou et Carles Kitomé, le condensé de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Barel Saïzonou, bonjour. Bonjour Nadège Dion. Au menu de ce bulletin d'information, nous avons le démarrage hier des examens de brevet d'études du premier cycle et la fin de la guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie. La grande fête du football mondial, la plus grande de toute la planète foot, aborde sa dernière ligne droite, écrit le reporter sportif. Donc sa dernière ligne droite, cette semaine, la France et la Belgique vont se disputer le droit d'aller chercher l'or ce soir. Le coq sportif va-t-il chanter une fois encore le cocorico ou les diables rouges vont-ils le cuisiner? Nous en parlerons donc dans un instant dans la page des sports avec Larios Adjagbenon. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux signée Kader Achirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien national d'information qui titre ce matin en manchette « Poursuite de la procédure de la révision de la Constitution, ce que prévoit la loi sur le recours au référendum est à découvrir à la page 3 de la parution du jour du Canard ». Toujours à la une du même quotidien, déversement accidentel d'hydrocarbures en mer, le Bénin enclenche l'opérationnalisation de son plan d'urgence. Le Béninois libéré, rentrée politique du leader de l'UJP à Djougou samedi dernier. Bida assure Patrice Talon du soutien entier de Djougou. Nous restons à la une de Le Béninois libéré. Trafic d'influence et extorsion de fonds. L'assistant de ministre de Patrice Talon jeté en prison. Le matinal, prochaines élections, 200 milliards de francs CFA à engloutir entre 2019 et 2031. Toujours à la une de Le Matinal. Poursuite judiciaire à l'encontre de l'ancien maire de Cotonou, 2 mandats d'arrêt contre Léadi Vinayon Soglo. Point média, après son vote à l'amendement de la Constitution, Issa Salifou jette le masque en ligne de mire. La course à la prochaine législature. Toujours avec Point média. Finances publiques, Romuald Wadaï aux trousses des opérateurs économiques. Le régional, actualité de la diaspora béninoise aux États-Unis. Denis Assongba dénonce l'exportation de la béninoiserie. Monde 7 Info, révision de la Constitution béninoise. Le rejet de l'amendement n'est pas en réalité un échec. La voie référendaire était l'option la mieux partagée de tous. Matin libre pour finir. Campagne précoce pour le référendum. Le bloc de la majorité parlementaire veut forcer la main au président Patrice Talon. Le chef de l'État doit mettre fin au processus. Toujours à la une de Matin libre, appartenant sous nom au BMP. Flou autour de la position du député Issa Salifou Salé et René Agossa à propos de la procuration d'Atao. Ce vote discrédite la lutte contre la corruption. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques partout sur l'ensemble du territoire national au prix de 300 francs CFA. Vous les avez surtout et aussi en ligne. Nous sommes évidemment au Bénin. Voici le bulletin matinal d'information. Amis internautes, bonjour. L'examen du brevet d'études du premier cycle, session de juillet 2018, a démarré hier sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, le ministre Maounion Kakbo exhorte les parents des candidats à davantage de bienveillance. Une de nos équipes de reporters a fait le tour de quelques centres de composition dans le littoral.
Le point avec Amel Kwasi et Chef Terungue. C'est le grand jour pour ces élèves qui affrontent leur premier diplôme secondaire au CEG Lunokwe, un des centres désignés dans le littoral pour abriter 960 candidats répartis en 32 salles de composition. Ici, les aspirants au brevet d'études du premier cycle session de juillet 2018 sont pour la plupart sereins et ont bénéficié du soutien moral du secrétaire général de la préfecture de Cotonou, du maire de la ville et du directeur départemental des enseignements secondaires venus procéder au lancement des épreuves. Les épreuves ont été ouvertes en venant à témoin aux collègues, aux camarades. Donc, on est venu précisément ici pour lancer. Donc, quand ça va sonner, on va vous distribuer les épreuves. Donc, commencer par lire et réfléchir pour que ça se passe très bien. Du département du littoral, je voudrais également vous encourager et vous demander d'être calme, de bien lire les épreuves et de vous relire surtout à la fin. Je crois que, comme l'a dit le maire, les épreuves sont à votre portée. Il n'y a rien de nouveau. Ce n'est pas un concours, c'est un examen. Celui qui a bien révisé doit pouvoir passer. Je voudrais juste vous souhaiter bonne chance. Ce n'est qu'une évaluation, ce n'est qu'un examen, c'est ce que vous avez l'habitude de faire. Malgré les intempéries de la nature, toutes les dispositions sont prises sur le plan sanitaire et sécuritaire pour permettre aux enfants de composer dans de bonnes conditions. Nous avons eu quelques inquiétudes par rapport à la météo, mais on a pris les dispositions pour le faire. On a constaté quant au BPC que tout se déroule normalement et qu'on est en train de sauvegarder l'année scolaire. Vous le voyez, il y a des forces de sécurité publique au niveau de chaque centre d'examen. Et je crois qu'en ce qui concerne la sécurité, toutes les dispositions sont prises et il n'y aura aucun problème. Pour tout examen au Bénin, les agents de sécurité, la police républicaine sont là, on en a 2, pour sécuriser les lieux, pour sécuriser ceux qui y sont, c'est-à-dire les candidats, les surveillants et nous-mêmes. On a un agent de santé en cas de problème de santé des candidats ou de nous-mêmes, ils vont nous prendre en charge. Donc les dispositions pour que tout se passe bien sont prises. Précisons que la phase écrite des épreuves de BPC se poursuit jusqu'au mercredi prochain. L'association Cousvet Bénin a organisé samedi dernier à Zopa, dans la commune d'Abomey-Calavi, une campagne de vulgarisation de la loi numéro 2017-39 du 26 décembre 2017 portant interdiction des sachets plastiques et non biodégradables. Soutenue par la première autorité du quartier, les membres de l'association ont expliqué aux populations quelques dispositions de la loi, les mesures à prendre et les alternatives possibles aux sachets plastiques. Une chose est de savoir que la loi existe. Une autre chose est de connaître le contenu de la loi. Donc ce matin, la Cousvet s'engage à impacter, à sensibiliser les populations sur le contenu de la loi, de l'intégralité de la loi. Nous avons pris quelques articles que nous allons, vulgariser ce matin. Samedi 7 juillet 2018, l'association Cousvet Bénin descend à Zopa dans la commune d'Abomey-Calavi. Floqués de t-shirts blancs et verts, munis de gants et de sacs poubelles, Ismaïla Maman et ses collègues se lancent dans une course pour débarrasser les artères de leur quartier des déchets plastiques. Leur cause est commune, participer à la sauvegarde de leur environnement. Tout en donnant de la voix, ces jeunes éco-citoyens empruntent les ruelles de Zopa, échangent avec les riverains sur la loi numéro 2017-39 du 26 décembre 2017 portant interdiction de la production, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation de sachets en plastique non biodégradables en République du Bénin, notamment en ses articles 5, 11, 12, 13 et 16. La loi qui a été votée, nous félicitons le gouvernement, n'est pas une loi qui interdit en réalité l'utilisation des sachets plastiques. Parce qu'il faudrait faire la part des choses. Et c'est pour cela que nous sensibilisons, nous expliquons la loi et nous permettons aussi d'apporter des solutions
pour pallier à l'absence d'utilisation des sachets dont on parle. Il est question ici des sachets qui ne sont pas dégradables, des sachets non biodégradables. Ce n'est pas que tous les sachets sont interdits, c'est les sachets non biodégradables qui sont interdits. Et ces sachets ont beaucoup d'impact sur l'environnement. Vous voyez, depuis 2017, nous sommes en train de sensibiliser les personnes de ce quartier. Voilà, vous savez très bien que c'est seulement la main qui peut jeter les sachets ici. Les sachets ne se déplacent pas en réalité. Les sachets ne quittent pas le Nigeria pour venir au Bénin. Quand on parle de Nigeria, c'est le Béninois lui-même qui achète les sachets et qui, après consommation ou bien utilisation des sachets, les jette pour salir l'endroit. Vous voyez, ça, on appelle ça no man's land. C'est ça, on appelle ça chez nous, dans le jargon de la bousette. Et on en trouve partout ici. Hein? On en appelle à la population à un comportement éco-responsable. S'il nous plaît, il faut qu'on change de comportement envers la nature. Il faut qu'on change de comportement envers notre environnement. Tout ce qui est ici, on peut se dire que peut-être c'est ici, mais ça va se déplacer. Ces sachets-là vont se retrouver dans nos plats. Cet appel, les personnes sensibilisées l'ont saisi. Dame Agathe, vendeuse de riz à Alada et en transit à Calavi, encourage les jeunes et prend l'engagement à son tour de sensibiliser ses clients. Dans cette lutte, les jeunes de l'association Cousvet bénéficient pour la première fois du soutien des autorités locales. Le chef quartier Zopa, Afissou Samon et son conseil ont accompagné l'initiative. Nous ne pouvons pas tout attendre des dirigeants. Il faut que nous-mêmes nous contribuions, nous aidons nos dirigeants à aller à exécuter ce que nous avons confié comme mission, ce que nous avons confié comme tâche. Vous voyez, c'est là. Des sachets partout, juste derrière la grille, tout est balayé, tout est mis au point. Mais à l'externe, parce que c'est pour l'État, personne ne veut entretenir. Comme ça, nous ne pouvons pas évoluer. Le pays ne peut pas évoluer dans ce sens. Il faut l'esprit patriotique. L'esprit, il faut que nous, la jeunesse d'aujourd'hui s'engage vraiment à lutter contre ça. C'est un fléau. Moi, personnellement, je m'engage. Aujourd'hui, au Bénin, vous savez bien que la population n'a pas la notion encore de rendre son cadre vivable. Et chacun jette les déchets plastiques partout. Cette initiative, je pense que vous pouvez déjà considérer que c'est notre initiative. Nous sommes avec vous et nous allons rester avec vous pour un environnement sain, pour un environnement vivable. En attendant de mesurer l'impact de la campagne, la sensibilisation s'est achevée par une séance de relaxation de sport éco-jogging. Chassons les sachets! 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 Sachons chasser les sachets! Sachons chasser les sachets! Le creuset d'échanges virtuels sur le réseau social WhatsApp, baptisé Wendomero, a effectué une rencontre de tous ses membres week-end dernier à Porto Novo. La présidente fondatrice Noélie Assogba et les membres ont consacré une journée pour mieux se connaître. Une journée marquée par des moments pleins d'émotions et de convivialité. Voici le compte rendu. Une distinction tout aussi particulière que symbolique, effectuée dans une félicité sans pareille, doublée d'extase et même d'euphorie, pour reconnaître l'abnégation et la dévotion d'une femme, Noélie Assogba épouse Tidjani Serpos, autour d'un idéal, celui de contribuer à l'épanouissement de la vie au foyer, lequel idéal se concrétise à travers une plateforme virtuelle baptisée Wendomero, dont la devise est union, partage et amour. Une initiative salvatrice de consolider les couples
et les foyers qui résultent d'expériences conjugales vécues par la fondatrice de ce creuset. Réunis ce samedi 7 juillet 2018 pour la célébration de ses 18 mois d'existence, une messe d'action de grâce, un débat sur des faits sociétals récurrents et une réception sont entre autres les activités phares de cet anniversaire. Nous pensons quand même qu'il faille que nous réfléchissions à comment consolider les liens, à comment garder les foyers pour que les foyers soient de plus en plus unis, essayer de reconstituer les foyers, essayer de les restaurer. Et donc c'est un peu la dynamique dans laquelle nous sommes dans Rwendo Mero, puisque Rwendo déjà ça parle de famille. J'étais à l'origine de la création de ce forum Rwendo Mero. J'avoue que c'est un forum qui promeut l'idéal des couples, le bien-être des familles, par rapport au conseil, par rapport au débat qu'on met pour le bien-être et le bien vivre dans la famille. Loin de l'ambiance festive, des propositions et des amendements ont été effectués pour la redynamisation du forum à l'occasion de cette première rencontre. La présidente fondatrice compte porter très loin les actions de ce creuset pour plus d'adhésion, mais aussi et surtout pour faire comprendre aux uns et aux autres la valeur confidente et sacrale de la vie au foyer qui nécessite une complicité constante, des conciliations en cas de besoin sans intervention externe. Moi personnellement, je l'ai dit déjà dans mon administration, je pense transformer ce forum en une ONG, une organisation non gouvernementale, où nous pouvons aider les orphelins, les filles mères, c'est-à-dire les enfants-filles qui vont à l'école, du coup, se font piquer par la grossesse et puis restent à la maison. Leur réinsertion dans la vie privée, dans la vie professionnelle, leur réinsertion dans la vie professionnelle, c'est notre objectif, ça. C'est ça que nous sommes en train de vouloir viser. C'était de grands moments de danse et de cris de joie pour manifester leur béatitude. Occasion de retrouvailles et d'échanges, cette rencontre a permis d'enraciner davantage les liens entre les membres de ce forum perçus comme une famille. Des présentations exhaustives ont été effectuées par tous les membres présents en vue de constituer à l'avenir un consortium fort et puissant. Le rendez-vous est pris pour le 15 janvier 2019 pour l'anniversaire des 24 mois d'existence de ce forum avec plein d'innovations et de surprises. Hors de nos frontières, la visite du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et du président de commission de l'Union africaine, Moussa Faki, en République démocratique du Congo, a été annulée à la dernière minute par le président Joseph Kabila. Il affirme ne pas être en mesure de recevoir les deux hommes. Cette rencontre devait être le point d'orgue d'une stratégie mise sur pied depuis des mois par la communauté internationale pour s'assurer que le président Kabila ne se représenterait pas aux élections prochaines. L'Érythrée et l'Éthiopie viennent d'annoncer la fin de leur conflit lundi 9 juillet. Ils ont signé une déclaration conjointe de paix et d'amitié à la présidence érythréenne à Asmara. Après un tête-à-tête avec le président érythréen Isaias Afwerki, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé la réouverture des ambassades dans leurs capitales respectives ainsi que la réouverture des frontières. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Barel Saïzonou. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Zawi TV. Place au débat sur Frimatin. Le débat sur Frimatin avec Carles Ketome qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Et Kader Achirou. Mais avant, il faut dire que les élections dans le cadre de la représentativité de l'organisation estudiantine donc à l'UIAC se sont déroulées hier entre l'UNSEB, l'UNEB et l'AFNEB. Des résultats provisoires donnent donc une large victoire à l'UNSEB. Nous y reviendrons donc dans notre édition du 19h avec beaucoup plus de précision par rapport à toutes les tractations qui ont eu lieu et par rapport à tout ce qui s'est passé dans le cadre de ces élections-là. C'est déjà une bonne nouvelle quand même que tout se soit plutôt bien passé, Carles Ketome. Mais ce n'était pas évident et tout ce qu'on a eu comme soubresaut à l'UIAC ces dernières semaines ou ces dernières années. Oui, c'est vrai que le campus est devenu quand même le théâtre de quelques manifestations qui ne sont pas de nature à encourager les décideurs à vraiment s'occuper de comme il se doit. Parce qu'il y a eu des activités de destruction, des activités de menaces et tout. Et bon, si aujourd'hui, en temps, il y avait eu des décisions qui tendaient à suspendre toutes ces organisations
syndicale des étudiants. Et aujourd'hui, on leur a donné l'opportunité de parler d'une seule voix. Je crois que c'est toujours mieux. Et nous espérons que ça va permettre de cerner un peu plus les dérapages qui ont souvent lieu sur le campus pour que les étudiants qui n'ont pas envie de participer à certaines choses puissent quand même suivre les cours en fait, dans la paix, dans la sérénité, sans le risque d'être sous la menace de leurs collègues qui parfois font venir d'autres personnes sur le campus. Donc je crois que c'est tout à fait positif. Kader Achirou. Cette élection qui s'est déroulée à l'université d'Abomey-Calavi est quand même un ouf de soulagement pour la communauté estudiantine qui a longtemps espéré quand même reprendre ou bien renouer avec les armes revendicatives visant quand même tant soit peu à aller ou bien peut-être à manifester un peu les mécontentements face à telle ou telle autre situation. Je pense que le fait que l'UNSEB soit cette organisation ou association qui est en lice, c'est la preuve irréfutable que cette organisation fait partie des plus sérieuses et des plus charismatiques dans le monde estudiantin, en l'occurrence à l'université d'Abomey-Calavi. Donc je pense que ce qui reste à faire pour les gouvernants aujourd'hui, c'est de voir un peu à travers des tests bien élaborés, de concert et de manière consensuelle avec les acteurs, de voir un peu comment ça va se passer pour ne pas qu'on observe à l'avenir des dérapages, qu'on observe à l'avenir des tentatives d'intimidation, qu'on observe à l'avenir tel un camp militaire, parce que c'est ce qui a été déploré par le régime en place. On parlait de formation de milices et bien d'autres choses. Quand on n'observe plus à l'avenir la psychose que créent dans la tête des étudiants les différentes associations estudiantines, mais que ce soit des associations qui sont mises en place pour essayer un tant soit peu de protéger ces différents étudiants, de veiller au grain aux intérêts des étudiants, mais ne pas servir de manipulation, peut-être de chevaux ouvrières aux politiques, de ne pas servir d'associations instrumentalisées par les politiques. Je pense que c'est ce à quoi véritablement les dirigeants et Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique doit travailler de façon active pour ne pas que ces associations qui sont en train d'être installées soient infiltrées par les politiques et soient achetées par les politiques pour un temps soit peu embêter le régime en place à travers des choses à ce matin qui comparait en fait les élections à l'UIAC à une similaire du référendum. Vous voyez, oui, tout à fait, pour exprimer que c'est l'expression, parce qu'on estime que l'UNSEB est contre le régime. Je pense que c'est pas du tout agréable de penser que des étudiants, c'est pas même bien d'opposer des étudiants à un chef d'État. Je pense que c'est pas bien de comparer, de mettre, c'est au lieu de savoir le campus. Tout à fait. Pourquoi on y met la politique. C'est encore une jeunesse qui a de l'avenir, qui ambitionne quand même participer peut-être aux actions ou peut-être à la gestion du pays. Et je pense que encourager cette jeunesse à aller dans le sens peut-être des autorités gouvernementales pour que, au bout de l'ancienne compte, on puisse tisser la nouvelle, pour que, une fois ces jeunes-là au pouvoir, mais aux manettes, ils puissent dire, bon, certes, vous nous avez nommé, mais aujourd'hui, je ne vous reconnais plus. Mais chercher toutefois à opposer cette jeunesse qui aspire et qui a les compétences de vouloir faire le job à ceux qui sont en place aujourd'hui, c'est de la volonté manifeste de ces politiques qui ne veulent pas partir de la scène politique, qui ne veulent pas quitter et qui veulent à tout prix instrumentaliser cette jeunesse. Les étudiants également se prêtent à ce jeu-là, qui tombe très rapidement avant qu'on ne passe au thème du débat de ce jour. Non, mais les organisations syndicales estudiantines sont quand même constituent l'antichambre de la politique dans la mesure où on a vu tous ceux qui sont passés par là ont tous fini à pas faire de la politique d'une manière ou d'une autre. C'est comme l'honorable Agoncan. C'est comme un centre de formation. Maintenant, c'est la façon. Un mini-centre de formation. Un mini-centre, mais c'est la façon dont les gens sont formés que après, quand ils finissent là, ça montre ce qu'ils ont été parce que généralement, ils sont infiltrés par les politiques. Il y a beaucoup d'argent qui circule. On les amène à s'opposer à tel ou à tel. Et quand ils deviennent députés, c'est normal qu'ils continuent à réclamer de l'argent pour voter des lois. Parce qu'ils y sont habitués. Et donc, même si c'est l'antichambre de la formation politique, il faudrait que les gens y mettent quand même du sérieux pour que les l'honneur. Les cours d'honneur, c'est très important. Vraiment, pour que ceux qui sortiront de là soient quand même de vrais politiques et non ce que ceux pourquoi on ne pourrait pas créer une école spécialisée en politique au Bénin? Je pense que il y a les sciences politiques qui s'enseignent. Les sciences politiques au campus du Université d'Abomey-Calavi? Bon, écoutez, il y a quand même... Moi, je me rappelle il y a quelques années en arrière, franchement, je sais pas ce que c'est devenu aujourd'hui. Je crois quand même qu'il y a des compétences avérées au Bénin et vous savez, l'université... Il y a toujours des compétences. Il y a trop de compétences au Bénin. L'université peut faire venir quand même des professeurs d'autres universités pour faire des modules pour compléter la formation des gens. Et tout dépend d'abord de la morale. La dernière fois, j'étais à une conférence où enfin, ceux qui connaissent vraiment la communication disaient que oui, qu'au Bénin, il n'était pas facile de venir appliquer des théories toutes faites. Parce que les Béninois, ils sont vraiment versatiles. Donc, quand vous ne tenez pas compte de
de cette donnée. De cette culture déjà. De cette donnée culturelle des Béninois, vous venez avec vos théories, vous passez complètement à côté. Donc il revient aux intellectuels, les vrais, de savoir adapter tout ce qu'ils ont, les connaissances livresques et académiques à la réalité pour que ça puisse, la modèle puisse prendre. Sinon, on vit un truc un peu bizarre quand même. Alors, les femmes face à la politique, les femmes dans la politique, nous sommes donc dans un nouveau régime, le régime de la rupture, du nouveau départ. Mais il n'y a pas rupture concernant les femmes, Kader Achiro. Il n'y a pas rupture concernant les femmes. Je dirais, les femmes aujourd'hui, sur la scène politique béninoise, il y en a quelques-unes qui vraiment s'affûtent et affûtent leurs âmes pour quand même essayer un peu de participer, malgré tout, au jeu ou au débat politique. Mais je pense que celle dont, quand on parle de femmes dans la politique, celle qui revient tout de suite à l'esprit, c'est quand même Marie-Élise Bédot, qui a participé à 2 ou 3 élections présidentielles. Célestine aussi. Nous avons Célestine Zanou qui a participé à 2 élections présidentielles. Nous avons Rekia Madougou également. Mais je pense que si on doit parler de doyen d'âge, je pense que la doyenne d'âge à ce niveau, c'est Marie-Élise Bédot. Et donc, il y a une certaine Madame Viera Soglo. Ah oui, il y a une certaine Madame Viera Soglo qui également est toujours une dame de fer dans notre pays. Dame de fer, mais moi je me focalise un peu sur la compétition politique, parce que je pense que quand une femme va jusqu'à oser aller à la présidentielle, c'est qu'elle estime quand même que la femme véritablement peut diriger ce pays, la femme peut être leader. Et donc à ce niveau donné, je pense que quand je vois un peu, à chaque fois que cette dame s'est portée pour la présidentielle, j'ai vu être combattue par des femmes elles-mêmes. J'ai vu au niveau de Célestine Zanou aussi des femmes qui ont combattu cette élection. Je me suis dit, les femmes elles-mêmes ne sont pas pour leur promotion. Les femmes elles-mêmes n'accompagnent pas. Elles ne sont pas encore prêtes, comme le dit. C'est culturel. Et je pense que tant que ce ne serait pas unanime, ce ne serait pas un sursaut au niveau de la gente féminine, je pense que tout ce qui est dit au débat, tout ce qui est dit autour, comme quoi il faut promouvoir les femmes, il faut fixer le quota à tel niveau, je pense qu'il ne faut pas promouvoir pour promouvoir. Je pense qu'il ne faut pas envoyer des femmes parce qu'il faut en envoyer pour avoir après on est le décor. Voilà, on est le décor pour avoir des femmes qui seront là, pour ne pourront pas véritablement servir à ce à quoi on les a envoyées, mais qui seront peut-être prêtes à faire ce qu'il ne faille pas faire, qui seront peut-être prêtes à jeter peut-être les institutions, ou peut-être le regard, ou peut-être la crédibilité des institutions à terre. Et donc je pense qu'il est impératif d'abord de revoir un peu d'abord la formation et le profil qu'il faut donner à chaque femme pour la typologie du travail qu'il faut faire. Et au-delà de cela également, il faut quand même concevoir un peu une feuille de route. C'est très important. Parce que quand on me dit qu'une femme veut, par exemple, participer au débat public et au débat politique et qu'elle va être députée à l'Assemblée nationale, est-ce qu'elle sera prête? Est-ce que son mari va l'autoriser à aller prendre part à des réunions politiques toute la nuit? Est-ce que son mari va l'autoriser à aller au Parlement et rentrer tard dans la nuit sous prétexte qu'elle est en train de légiférer? Avec notre société africaine aujourd'hui, avec le dictat que dans notre société l'homme a sur la femme, est-ce que cela est véritablement possible? Il y a des fleurs qui se créent naturellement à force de voir toutes les nuits à 22h. Je pense qu'il ne faut pas occulter notre tradition, nos us et coutumes. Il ne faut pas vouloir copier à tout prix ce que l'Européen fait, encore que à leur niveau également, la promotion pour la femme, je n'en vois pas véritablement l'extension. Je n'en vois pas véritablement l'extension du phénomène, mais je pense qu'il faut véritablement rester en phase avec nos idéaux du pays, il faut rester en phase avec nos fondamentaux en fait, parce que quand on me dit qu'une femme doit aller aux législatives, alors que par le passé, lorsqu'elles ont pris au présidentiel, c'était nous-mêmes qui parlons de vouloir promouvoir cette gente féminine, qui avons combattu ces élections et avons financé la chute de ces femmes, et qu'aujourd'hui, bien que ces femmes soient là aujourd'hui, on en a vu combien il y en a dans le gouvernement, on en a vu combien il y en a. C'est aux femmes de se battre, c'est pas aux hommes de faire leur promotion. Et c'est ça que je dis qu'il faut qu'on arrête d'utiliser la promotion des femmes pour des intérêts politiques. Et c'est là que je compte un peu cet aspect qui a été glissé de façon un peu très habile et avec beaucoup de malice dans la révision constitutionnelle, parce qu'on estimait qu'il faut réviser la Constitution, parce qu'il faut quand même offrir un quota aux femmes, alors que ça n'a rien à voir et que c'était pas de pertinence. Est-ce que vous pensez que les femmes béninoises sont prêtes à avoir une femme en politique, à avoir une femme leader en politique? Vous pensez qu'elles sont suffisamment prêtes? Parce que n'oubliez surtout pas que les femmes se disent les femmes sont nées pour rester au foyer, s'occuper de leurs enfants. C'est également un rôle très important, être ménagère à la maison et s'occuper des enfants et pouvoir régler la famille et tout ça. Est-ce que les femmes sont finalement prêtes à entrer en politique? Je crois qu'on a une mauvaise perception de ce qu'est du rôle de la femme dans notre société. Sinon, moi, j'ai l'impression que c'est la femme qui dirige tout.
quand vous entrez au sein de nos familles, la grande famille, les gens qui prennent les grandes décisions, c'est les tantes, c'est les femmes. Je vous donne un exemple simple. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous caricature. Je suis une femme, j'ai envie d'être, je suis leader et tout ça, et tout ce que vous voulez autour. Je m'annonce pour les élections législatives, je tombe enceinte, parce que ça ne se prévoit pas. Je vais avec un ventre faire la campagne électorale. Vous voyez comment ça frustre un peu toutes les femmes qui me regardent, parce qu'on estime que c'est des moments vraiment importants de la vie d'une femme. Est-ce que le mari va autoriser? Non, je dis mais pas le mari a autorisé. Vous ne pensez pas qu'il y a quand même des aspects culturels qui je ne sais pas comment vous expliquer, qui empêche la femme d'accéder à ce rôle-là. À moins qu'elle ait fini de faire les enfants, à moins qu'elle ait divorcé, elle est femme célibataire, elle est femme mère de foyer, et là on sait bon, qu'elle peut les enfants. Elle est indépendante. Elle est indépendante, et puis elle peut se... C'est pour ça que dans nos traditions, ce sont les femmes ménopausées, en fait, si vous vous rappelez bien, qui gèrent la tradition au Bénin. Parce qu'on estime qu'elles n'ont plus rien à prouver. Bon, allez-y, je vous laisse parler. Eh bien, l'exemple que vous me donnez me donne quand même des idées, dans la mesure où, vous savez, c'est l'organisation sociale qui engendre tout le reste. Voilà. Et c'est vrai que dans notre société, on accorde un grand prix à l'éducation des enfants et on estime que si la mère n'est pas là, ça se passe mal. C'est pour cette raison que, généralement, quand la femme est encore en âge de procréer, on ne lui laisse pas trop de marge de manœuvre. On lui donne quand même cette responsabilité de s'occuper le plus des enfants pour leur donner une éducation. Et ce que l'homme devient n'est que le fruit de ce que sa mère lui a ingurgité en lui. Donc, généralement, ce que nous sommes n'est que le reflet de ce que nos mamans ont voulu que nous soyons. C'est comme ça notre société africaine et je crois que cette tradition tient toujours, dans la mesure où c'est les femmes qui s'occupent de tout, qui prennent les grandes décisions dans les grandes réunions. Elles ne viennent pas prendre la position devant tout le monde, mais c'est elles qui magouillent, qui goupillent tout. Tout ce que vous dites, c'est les femmes qui l'ont préparé. Faites un tour dans les couvents. Tout ce qui se dit, la personne qui prend la dernière décision dans un couvent demeure une femme. Mais quand on veut parler de ce couvent, quand les gens veulent sortir au nom de ce culte ou au nom de cette entité, c'est toujours des hommes qui sont devant. Mais les hommes ne peuvent rien faire sans l'autorisation de la femme. Donc notre société est ainsi organisée. Et avant qu'une femme n'aille en campagne, il y a beaucoup de problèmes à régler. Parce que déjà, cette tante estime qu'elle peut décider, mais pas être au devant de la scène. Notre société est ainsi, sa belle famille aussi. Notre société est ainsi organisée, c'est ça qui crée la plus grande des difficultés aux femmes. Quand on voit une femme qui veut être candidate et toutes les autres femmes se disent qu'elle veut briser notre organisation sociale. Donc, c'est il faut l'empêcher de briser ça. C'est ça. Du coup, elle se range c'est pour cette raison que tout de suite, il y a d'autres femmes qui se mettent quand même au travers de sa route pour beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir réviser notre constitution pour permettre à plus de femmes d'accéder aux postes politiques et tout. Je crois que c'est peut-être louable, mais je ne pense pas que ce soit bien pensé. Parce que la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Si les femmes ont vraiment envie, si les femmes sont décidées à prendre le devant, elles n'auront besoin de personne. D'ailleurs, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc, quand les femmes vont décider de nous faire la guerre, on ne pourra pas résister. C'est simplement parce que psychologiquement, elles ne sont pas prêtes pour faire le combat, qu'elles n'y vont pas, on leur donne toutes les places, elles s'en fichent. Vous voyez un peu dans les organisations politiques, il y a combien de femmes qui s'affichent? Pourtant, il y a beaucoup de femmes qui travaillent, mais personne ne veut s'afficher véritablement. Donc, c'est purement culturel. C'est vrai que nous avons quand même, je crois, 7 femmes à l'Assemblée nationale, et ces 7 femmes ont quand même dû battre campagne pour y aller. Donc, la porte n'est pas complètement fermée. Il suffit d'avoir du cran, il suffit d'être décidé et avoir marqué suffisamment son espace politique pour que les hommes soient contraints de laisser la place aux femmes. Mais voyez un peu, il y a une présidente à la haute cour de justice. Les dernières nominations, on a quand même vu des femmes qui dirigent beaucoup de choses et des choses vraiment sensibles dans ce pays. Et ramener beaucoup de ministres femmes dans le gouvernement, ce serait déjà un pas. Ce serait vraiment un pas. Et je dirais même que, là, je rejoins un peu votre philosophie, en conformité avec le code de vie associatif aujourd'hui, quand on voit une femme entrer en politique aujourd'hui, vous savez, les femmes, la plupart du temps, on estime que la femme a beaucoup plus de cœur, elle est beaucoup plus légère, alors que le monde politique n'est pas un monde dans lequel il faut avoir beaucoup plus de tolérance. Ce n'est pas un monde dans lequel il faut quand même avoir de largesse. Et quand on voit un peu la conception de ce monde avec les compromis les plus sordides qui sont permis et les coups les plus dangereux qui sont permis, on est amené de se dire parfois qu'il est peut-être incapable à une femme dans notre société africaine de pouvoir effectuer ce combat politique en toute autonomie, en toute indépendance. Parce que, qu'ils vous souviennent par le passé, on a vu quand même des combats, des challenges politiques avec des femmes et des hommes, et on a vu que les femmes n'ont pas été à la hauteur de l'affront, n'ont pas été à la hauteur de pouvoir riposter
à la hauteur de l'affront et des coups qu'elles reçoivent. Donc je pense qu'au niveau de cela, il faut également penser à la formation des femmes à la vie politique. Il faut penser à la formation des femmes à la vie politique. Et c'est très important parce qu'il ne faudrait pas qu'elles pensent que venir en politique, c'est quitter son foyer. Venir en politique, c'est peut-être être ouverte à tout. Venir en politique, c'est être ouverte à toutes les compromissions et être ouverte à tout ce qu'il ne faille pas faire. Et en ce moment, jeter du discrédit sur leur personne. Les quelques-unes que nous avons en politique, nous savons ce que le peuple bas pense d'elles, nous savons ce que les gens pensent de leur moralité même et de ce qu'elles sont. Même si elles ne font rien, parce qu'on estime que voilà, il y a ça, et donc on estime que vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela. Donc je pense que fondamentalement, il faut quand même travailler. Il y a un problème psychologique qui se pose. Pour le faire au-delà du travail psychologique également, mais faire à ce qu'il y ait une formation véritable qui soit suivie par ces femmes et que ces femmes aujourd'hui soient dévouées, elles soient véritablement douées. Parce que ce à quoi on voit aujourd'hui, la jeune génération qu'on voit aujourd'hui qui demain va peut-être passer à ce débat demain, n'est pas en volonté de vouloir faire le job. Ils sont là, en attendant rien que on ne puisse, comme il y en a beaucoup, il faut faire la promotion. Et comme Carles l'a dit, une liberté s'arrache, elle ne s'accorde pas. Elles ne sont pas prêtes à l'arracher. Et je pense qu'elles ne sont pas prêtes. Il faut les laisser là où elles sont, dans leur casserole, dans leur marmite. Il faut les laisser se battre. Ça devrait pouvoir aller pour nous et dans nos rouges à lèvres et nos maquillages. Voilà, ça devrait aller très bien pour nous. Carles Kitome, Kader Achirou, c'était le débat sur Frématin. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour si tout va bien. Merci. L'horoscope du jour, chers amis béliers, vous pouvez sans complexe parler de vos dons et de vos qualités. C'est également le moment de défendre vos goûts et vos couleurs qui seront à coup sûr appréciés. Balance, vous êtes particulièrement dans la lune ou plus précisément dans un pays étranger ou exotique. Si vous avez besoin d'évasion, faites le point sur vos finances. Voilà. Taureau, vous prenez des initiatives, c'est très bien. Vous réfléchissez à la manière dont vous pourriez les concrétiser à long terme aujourd'hui et c'est parfait. Scorpion, si vous ne pensez qu'à l'argent qui doit rentrer, vous aurez du mal à apprécier celui que vous allez sortir aujourd'hui. Lorsque vous inviterez votre partenaire, lâchez prise surtout. Gémeaux, en ce moment, vous vous mettez consciemment ou pas en retrait, sans doute pour mieux rebondir. Donc ensuite, lorsque vous vous sentirez d'attaque dans 1 ou 2 jours. Sagittaire, vous privilégiez votre vie professionnelle et la coopération avec vos partenaires sociaux aujourd'hui. Cancer, bien que vos amis vous sollicitent et que les projets ne manquent pas, vous éprouvez le besoin de vous isoler pour méditer sur tout cela avant de vous prononcer. Capricorne, en ce moment, vous ruminez ou vous boudez car le quotidien vous ennuie et vous préféreriez être dans les bras de l'être aimé. Lion, vous êtes roi de la forêt aujourd'hui. Vous visez haut et vous avez certainement raison, mais tenez tout de même compte de vos amis et de leurs conseils avisés qui pourraient vous aider. Verseau, ces jours-ci, si vous préférez rester chez vous à discuter ou à jouer avec vos enfants, ou si vous êtes célibataire avec votre partenaire, mais à des jeux beaucoup plus coquins. Vierge, à présent, si vos pensées sont négatives, c'est sans doute parce que l'avenir vous fait peur, notamment dans le domaine socio-professionnel. Remettez-vous au présent à chaque seconde. Poisson, la communication, les contacts et les rencontres sont favorisés, mais les soucis familiaux vous empêchent de vous concentrer efficacement. Il vous faut ménager la chèvre et le chou. C'est la fin de l'horoscope du jour. Nous passons au sport sur Frématin. Les sports sur Frématin, la France et la Belgique vont se disputer le droit d'aller chercher donc l'or ce soir. Larios Adjabeno, bonjour. Bonjour Nadège. Et c'est la dernière ligne droite de cette 21e édition de la Coupe du Monde Russie 2018. Et cette première affiche des demi-finales oppose deux équipes qui se connaissent bien, deux pays voisins, deux amis. Même si c'est seulement pour la 3e fois que ces deux nations de football se rencontrent en Coupe du Monde, ils se sont souvent rencontrés par le passé. Soit 13 matchs déjà disputés, 30 victoires pour la Belgique et 24 côté français. Et pour un total de 19 matchs nuls entre les deux équipes. Et il faut dire, pendant ces rencontres, 287 buts ont été inscrits, dont 160 pour les Diables Rouges de la Belgique et 127 pour les Français. La dernière opposition entre les deux formations remonte au 7 juin 2015 en amical au stade Saint-Denis, là même où la France a remporté pour la première fois de son histoire cette compétition, la Coupe du Monde. Et il faut dire que les Belges ont pris le dessus ce jour-là, 4 buts à 3. 4 buts à 3. La première
de leur confrontation a eu lieu le 1er mai 1904 à Bruxelles, match nul, 3 buts partout. Il faut dire que quand on entend les scores finaux plutôt de ces confrontations entre Belges et Français, il faut s'attendre ce soir à de beaux spectacles, à des réalisations, à des buts. Et il faut dire, leur dernière confrontation en Coupe du Monde remonte en 1986 lors du mondial mexicain. Les Français ont battu leurs frères adversaires de ce jour 4-2 après prolongation pour le compte du match de classement. Et il faut dire que ce soir, nous attendons, parce que c'est les deux équipes qui sont favoris après l'élimination de l'Allemagne, du Brésil, de l'Espagne, de l'Argentine, bien sûr, de cette 21e édition de la Coupe du Monde. Et pour finir, il faut dire que les deux sélectionneurs ne vont pas pour autant changer leur équipe type. Didier Deschamps va changer un joueur. Matuidi, absent contre l'Uruguay le vendredi dernier à cause d'une suspension, va retrouver sa place sur le terrain. Et Kylian Mbappé, le franco-camerounais, je sais que vous n'aimez pas trop qu'on appelle nos frères africains qui sont de l'autre côté, comme ça, mais c'est un Camerounais d'origine, donc il doit porter bien sûr nom, c'est le franco-camerounais, le petit TGV de l'équipe de France sera bel et bien de la partie. Et il y aura également le Grisou. Je ne sais pas si les journalistes français ont trouvé un surnom pour faire allusion à ce qui s'est passé en 1998 où Zinedine Zidane a porté l'équipe, a permis à cette équipe de France qu'on appelait Black, Brun, Beurre pour les différentes races qui composaient cette formation a permis à la France de remporter sa première Coupe du Monde. Et il faut dire que c'est encore un match entre deux équipes africaines en griffe, parce que ce soit du côté de la France comme du côté de la Belgique, ces pays ont en leur sein des joueurs d'origine africaine. En tout cas, les pays africains ont déjà éliminé de la Coupe du Monde aussi 2018. Merci à vous, Larios Adjagbe, dans ce commentaire. Merci à vous. Pronostic, moi je suis avec la France. Ma patrie de cœur et ma patrie mère. Voilà. Pour cela, on va demander aux amis internautes quel est leur pronostic final. C'est-à-dire que si la France gagne ce soir, quelle est l'équipe qui va remporter cette 21e édition? Qu'est-ce qu'il y a en jeu? Vous nous mettez quoi en jeu? Qu'est-ce qu'il y a d'alléchant? Vous nous donnez une enveloppe de 300 000 francs? Est-ce qu'il y a une moto à gagner pour qu'on fasse un pronostic? Ce qui est sûr, on aura quelque chose qui va symboliser la valeur africaine. D'accord. Pour celui qui va trouver la bonne réponse. Merci à vous, Larios Adjagbe. C'était donc les sports sur Free Matin pour mettre un terme à cette émission que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter. On va se retrouver demain avec le même plaisir. D'ici à la portée.